possible. Et donc, sans plus tarder, on vous proposera une pause tout à l'heure après le premier thème. Donc, parler de ces nouveaux dispositifs et effectivement, ces dispositifs qui se caractérisent par une volonté forte de construire le système à partir des individus. Et donc, deux dispositifs qui se veulent pluripublics, qui ne se veulent pas construits à partir du statut d'origine, comme avant. Avant, on construisait le DIF pour les salariés, avec la portabilité, mais ça partait d'un statut. Là, non, on crée un compte personnel de formation. Et pareil, le conseil en évolution professionnelle, une prestation qui doit être la même à Pôle emploi, dans un fonds GESIF, dans une mission locale, que ce soit un public jeune, que ce soit un demandeur d'emploi, que ce soit un salarié, la même prestation dans des réseaux différents. Donc, une philosophie qui part de l'individu, et il faut bien comprendre les conséquences d'un point de vue des principes posés par les textes. Les termes de compte personnel de formation sont fondamentaux. Le compte personnel de formation n'est pas un compteur. Le compte personnel de formation contient un compteur quand on est salarié. Le compte est un compte. Comme on a un compte en banque, on va avoir, à partir de l'année prochaine, tous un compte personnel de formation. Les demandeurs d'emploi, les jeunes qui sont sur le marché du travail, les salariés. Il sera étendu ensuite aux agents publics. Une négociation doit avoir lieu dans les 3 fonctions publiques. Il sera étendu en direction des non-salariés ensuite. C'est un compte. Ça veut dire qu'on aura sur Internet un site mis en place par la Caisse des dépôts et consignations qui contiendra un certain nombre d'informations sur des heures, des abondements, des moyens en tout cas qui seront à la disposition des personnes sur le marché du travail pour accéder à la formation. Et ce qui est intéressant avec cette notion de compteur et d'abondement, c'est que le compte n'enferme pas l'accès à la formation au fait d'avoir les heures suffisantes pour mettre en avant l'usage du compte. Le compte, ou plus exactement son compteur, le compteur salarié, tout le monde a bien repéré qu'il était de 150 heures au maximum, ce compteur. Mais le compte, pour le compte, ces 150 heures sont un minimum à cause des abondements. Et autre principe fondamental, même avec 25 heures, un salarié peut dire à son employeur, peut dire à Pôle emploi, si les demandeurs d'emploi, je mets au pot mes 25 heures du compte pour partir en formation. On n'a pas à attendre d'avoir 800 heures pour faire une formation diplômante. C'est ça l'idée, c'est de rendre l'individu acteur. Il a besoin de se former, il annonce qu'il veut se former. En face, il a un financeur qui dit écoutez, moi ça ne m'intéresse pas. Ce scénario-là ne m'intéresse pas. Mais si ça l'intéresse, l'interlocuteur qu'il a en face de lui, eh bien, il va pouvoir abonder. Donc, c'est un changement complet de logique, c'est une règle nouvelle complète à expliquer. Est-ce que ça va être la panacée? Est-ce que ça va générer un engouement? Ce qu'on sait, c'est que ça va démarrer très vite, puisque le compteur du DIF se retrouvera dans le CPF dès l'année prochaine. J'expliquerai cela tout à l'heure. L'élément important, vous l'avez aussi repéré, c'est que le CPF a ciblé sur certaines actions de formation. Effectivement, le CPF, ce n'est pas un droit pour suivre toutes les actions de formation envisageables dans le champ de la formation continue. Ce sont certaines actions de formation. On est un peu à la frontière entre le contrat de professionnalisation, qui annonce des certifications, et le DIF, qui permettait des formations très courtes. On a un champ qui est annoncé, là, dans la colonne de gauche, la VAE. Tiens, comme par hasard, la VAE. Le socle de compétences et de connaissances, donc là, ça nous renvoie à l'illettrisme, mais ça sera plus large que l'illettrisme. Il y aura certains domaines de compétences et de connaissances qui vont être ajoutés. Et ces deux postes-là, on attend juste un décret pour que ça fonctionne. Donc déjà, les acteurs de la VAE sont en première ligne d'une certaine façon. Un décret suffit pour que ça fonctionne, comme pour le socle de compétences et de connaissances. Ensuite, vous avez donc 4 catégories de filières. Les formations qui conduisent à des certifications inscrites au RNCP,
pas facile à identifier, ces formations, mais enfin bon, on a un répertoire, on peut déjà savoir ce qu'il y a derrière le répertoire, les fameux CQP des branches professionnelles, les certifications inscrites à l'inventaire. Alors c'est un peu jargonneux comme expression, mais la CNCP a bien repéré qu'à côté des certifications officielles, il y avait des titres, il y avait des habilitations qui étaient très utiles dans le milieu professionnel. Et l'idée, c'est que ces habilitations, puisqu'elles sont indispensables pour tenir des emplois, eh bien, elles doivent être valorisées et elles doivent être accessibles dans le cadre du CPF. Alors on attend la production de cet inventaire qui bute sur des questions de moyens, mais, et puis sur un certain nombre d'arbitrages, notamment est-ce que des certifications Microsoft sont des certifications qui peuvent rentrer dans l'inventaire et ainsi créer une sorte de monopole à un producteur de logiciels en matière de filière de formation. Et également les questions comme les TOEIC, mais qui ne sont pas des actions de formation, qui sont juste des épreuves d'évaluation. Donc le débat n'est pas complètement tranché sur le périmètre de l'inventaire. Enfin, une formulation intéressante à repérer: les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi est financée par les régions, Pôle emploi et la GFI. Donc nous avons là un périmètre intéressant, puisqu'on peut envisager ces formations pour les demandeurs d'emploi comme pour les salariés. Donc ça, c'est la base. Et ce que vous voyez ensuite, c'est qu'il y aura des listes. Il est, pour l'instant, dans l'esprit du législateur, il n'est pas question que l'ensemble de ces filières soient éligibles au CPF. Il y a un filtre par les politiques. Donc les partenaires sociaux sont en première ligne au niveau des branches professionnelles. Ensuite, dans les régions, le COPAREF, donc les COPIR actuels, donc qui vont devenir des COPAREF, ou s'il n'y a pas de COPIR, il y aura des COPAREF dans toutes les régions, après avis du CREFOP, nouvelle instance de concertation dans la région. Donc on voit bien là déjà apparaître la gouvernance. Le CPF n'est pas un instrument piloté par un seul des acteurs, par un seul des financeurs. Et on va comprendre pourquoi. Et une liste nationale élaborée par donc le COPANEF, la nouvelle structure nationale des partenaires sociaux, après avis du CNOFOP. Le CNOFOP, tout ça c'est bien jargonneux, mais bon, c'est le CNFPTLV actuel. Donc on va fusionner des structures, le CNE et le CNFPTLV, pour simplifier la cartographie de ces structures nationales, car l'ambition est bien d'arriver à un pilotage quadripartite des dispositifs du législateur, les dispositifs de la loi, au niveau de la responsabilité nationale et législative. Et au niveau des demandeurs d'emploi, bien, on ne mobilise pas les CPNE, ce sont les régions, donc les fameuses listes élaborées au niveau régional et national qui serviront à délimiter le champ du CPF. Alors, petit focus sur le caractère personnel. Chaque individu, donc, éligible au CPF, se verra attribuer donc un compte. C'est la Caisse des dépôts qui le gérera. Il récupérera les compteurs DIF des salariés, donc ça gérera le compteur qu'on connaît. Voilà. Ensuite, s'il y a des abondements, nous allons voir les abondements, il y a différentes formes d'abondements, eh bien, il les réceptionnera. Il l'informera sur les formations éligibles, donc un outil assez opérationnel, mais bon, il faudra encore rentrer dans la mécanique d'accès, on va y arriver, et il y aura un outil, le passeport d'orientation, de formation et de compétences, un document qui sera certainement utile, notamment pour faciliter la validation des acquis de l'expérience. En amont d'une démarche de VAE, il faut autant préparer un petit peu les choses et se poser des questions. Les abondements. Bien sûr, les législateurs, les partenaires sociaux étaient bien persuadés qu'avec un compteur à 150 heures, ça ne serait pas suffisant. Mais la formule, l'idée, c'était bien que l'individu soit acteur, que le dispositif sorte des cloisonnements et ne propose pas, selon les statuts, selon les personnes, des dispositifs différents. Donc là, on a un outil. Tout à l'heure, c'était les métaphores de la charpente. Là, ça devient plutôt la métaphore du réceptacle. Le CPF, c'est un réceptacle qui va permettre des constructions
avec d'autres outils. Le DIF s'articulait avec le congé individuel de formation dans certaines situations. Le DIF pouvait s'articuler avec la période de professionnalisation. Là, nous avons les mêmes articulations. Nous avons l'articulation avec la période de professionnalisation, nous avons l'articulation avec le congé individuel de formation, mais c'est encore plus automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le salarié dit « je suis d'accord pour mettre en place une formation en utilisant mon CPF », la période peut être proposée par l'employeur, le CIF peut être déclenché par le salarié. Alors on peut regretter, comment se fait-il qu'il ait besoin du CIF? Ah, il est en train d'utiliser son CPF et son CIF. Oui, on n'allait pas créer, enfin c'était évident pour moi, le juriste que je suis, qu'on n'allait pas créer un énième système à côté du CIF. Déjà, le DIF était posé un problème parce qu'il n'a pas trouvé sa place entre le plan de formation et le DIF. Donc le CPF ne se met pas à côté d'un dispositif, il se met avec l'ensemble des dispositifs, et on va le voir, il va se mettre aussi avec les dispositifs de Pôle emploi et des régions. Le demandeur d'emploi sera actif. Il ne va pas attendre un prescripteur. Il pourra aller vers son conseiller Pôle emploi en disant « moi, j'ai envie de faire une formation, j'ai un compteur, j'ai mes 150 heures, voilà », et il va pouvoir être actif. L'employeur, naturellement, peut aussi abondé, il y aura de la négociation. Dans le cadre de la GPEC, ça sera obligatoire. La GPEC sera un enjeu de négociation du CPF et d'abondement. Enfin, une articulation est prévue dans les textes en ce qui concerne le compte personnel prévention pénibilité. Donc la réforme des retraites a prévu que les personnes qui sont sur des emplois pénibles accumulent des trimestres dans le cadre d'un compte personnel prévention pénibilité. Ils pourront mobiliser une partie de ces trimestres ou la totalité de ces trimestres dans le cadre du compte personnel de formation. Donc on convertira tout ça en heures éligibles au compte personnel de formation. Également, donc, pour les personnes handicapées, possibilité pour la GFIP d'abonder. Et enfin, l'État apparaît, parce que l'État a inscrit, depuis la loi Peillon sur l'enseignement, une créance à l'égard des jeunes qui arrivent sur le marché du travail sans diplôme. Et donc, la fameuse formation différée se traduira par l'alimentation du compte personnel formation des jeunes, de certains jeunes. Tous ces principes, je le dis bien, ce sont des principes généraux qui s'appliquent à tout détenteur de compte personnel de formation. Ensuite, vous avez des détails dans la loi sur le compte personnel de formation des salariés, des demandeurs d'emploi et des jeunes. Donc, premier volet, le CPF, ça va salarié. Donc, tous les principes qu'on a vus fonctionnent. Qu'est-ce qui s'ajoute? Le compteur, le fameux compteur. Eux, les salariés, il y a un compteur. Le compteur, il tourne à partir de l'année prochaine, sur une base simple, 24 heures par an pendant 5 ans, 12 heures par an les 2 années, 5 suivantes, c'est-à-dire qu'on atteint les 150 heures en 7 ans et demi. Donc ça va plus vite. Ce n'est pas un compteur DIF, c'est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Donc on n'a plus la même logique, ce n'est plus un employeur qui gère ça comme il gère son ancienneté, c'est externalisé. Le plafond, 150 heures, mais il peut être supérieur à cause des abondements. On va voir qu'il y a un abondement qui pèse sur l'employeur pour défaut d'entretien, pour défaut de formation. C'est un abondement de 100 heures qui peut être ajouté par l'entreprise. Ça peut faire donc 250 heures au niveau d'une entreprise. Voilà, donc ça s'utilise pendant le temps de travail ou hors temps de travail. Et quand c'est mis en œuvre, voilà, on a même un principe d'opposabilité. Quand ça a lieu en tout ou partie sur le temps de travail, l'employeur se prononce sur le contenu et le calendrier. Donc, un projet de décret donne des délais, donc il y aura, comme pour le congé individuel de formation, donc, des délais pour présenter ses demandes et réponse de l'employeur dans un temps contraint. Et il faut savoir que le CPF peut être opposable à l'employeur. Alors, quand la formation a lieu hors temps de travail, alors simplement, il n'y a pas d'allocation formation. Hein, donc c'est le scénario qu'on connaît du congé individuel de formation hors temps de travail, qui existe déjà depuis 2009. Donc les fameuses 100 heures que l'employeur pourrait être amené à ajouter aux 150 heures que je vous présenterai tout à l'heure, là aussi ces 100 heures, le salarié s'en sert comme il veut. Donc sur le contenu, l'employeur n'a pas à se prononcer. Quand c'est un scénario pour acquérir des formations qui relèvent du socle de compétences et de connaissances, là aussi, ça s'imposera à l'employeur.
pas sur le calendrier, hein, sur le contenu. La VAE, tout scénario de VAE s'impose à l'employeur. Et puis, il peut y avoir dans la négociation des thèmes, des sujets, des publics qui auront la possibilité d'imposer le choix de la formation à l'employeur. Donc on le voit, pour les salariés, une règle du jeu singulièrement différente de celle du droit individuel à la formation. Il faut oublier le droit individuel à la formation. Ce n'est pas du tout un colmatage du DIF non, c'est pas du tout ça, le CPF, c'est vraiment un changement de philosophie. Pour vous le démontrer, eh bien, parlons du CPF demandeur d'emploi. C'est bien le compteur qui est transféré. Il avait 150 heures dans une entreprise, le salarié, il est malheureusement au chômage. Eh bien, il a toujours ce compteur. Il s'adresse toujours à la Caisse des dépôts et consignations. Simplement, il change d'interlocuteur. Il est maintenant en présence de Pôle emploi. Donc, la question est de savoir si le conseiller Pôle emploi use ou pas de son pouvoir de dire non, puisque quelque part, il gère toujours son retour à l'emploi. Donc, on retrouve les mêmes caractéristiques. Si le volume d'heures est suffisant, bien, il faut savoir que le conseiller Pôle emploi ne peut pas s'opposer. Si par contre, le volume d'heures ne permet pas de suivre la totalité de la formation, et si le demandeur d'emploi ne peut pas couvrir les frais financiers qui dépassent ce volume d'heures, eh bien, donc si Pôle emploi est sollicité, si la région est sollicitée, eh bien là, naturellement, le conseiller Pôle emploi pourra dire s'il est d'accord sur le projet de formation dans le cadre du CPF. Ce qui est très intéressant, c'est que là, le CPF sera financé par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours, grâce à la contribution des entreprises. Donc ça, c'est vraiment le grand compromis de l'accord de décembre de 2013. J'insiste bien sur le fait que le CPF couvre les coûts pédagogiques. Pour les salariés comme pour les demandeurs d'emploi, c'est du coût pédagogique dont il s'agit. Le salarié aura droit à une rémunération par l'employeur dans le cadre de son plan, par le FONGECIF par l'intermédiaire du congé individuel de formation, par son OPCA par l'intermédiaire de la période de pro. Le CPF ne résout pas la question de la rémunération. Donc il faut construire avec les autres dispositifs. C'est ça aussi la caractéristique de ce système. Donc pour les demandeurs d'emploi, c'est la même chose. On met sur la table, le demandeur d'emploi met sur la table des heures et il aura une rémunération qui dépendra de son statut. Il relève du régime d'assurance chômage, il touchera la REF. Il ne relève pas du régime d'assurance chômage, il touchera la rémunération publique. Voilà, donc un dispositif dont les contours sont déjà bien délimités dans la loi. Et enfin, il reste le système pour les jeunes, donc qui est écrit dans le Code du travail, qui annonce très clairement que le principe de la formation différée, qui impose à l'État donc une durée complémentaire de formation qualifiante aux jeunes qui sortent sans diplôme de la formation initiale, eh bien ça se traduit, première solution, par un retour en formation initiale sous statut scolaire. Donc ça, c'est l'éducation nationale, c'est l'intervention à la portée du ministère. Et si ce n'est pas cette solution, ça se traduira par un abondement de durée complémentaire sur le CPF, dans le CPF. Donc on voit bien là un outil réceptacle d'un dispositif dit de formation initiale différée pour les jeunes. Et malheureusement, il y a un flux de jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. Voilà, donc un outil d'un genre nouveau, d'une nature de droit nouvelle et dont il va falloir s'approprier les caractéristiques. Et c'est tellement particulier, tellement nouveau que très vite il a été imposé que ce dispositif s'accompagne d'un autre dispositif qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Donc on y consacrera tout un thème. Ça ressemble un peu à ce qui existe à Pôle emploi, ce qui existe à l'APEC, ce qui existe dans le cadre des bilans de compétences, ce qui existe dans le cadre des contrats de sécurisation professionnelle, c'est-à-dire un temps où on regarde la situation, quelle perspective, dans quelle perspective on est, quelles sont les possibilités, les opportunités qui s'offrent à l'individu. Mais la grande ambition de cette affaire, c'est que
ce dispositif soit mis en place dans plusieurs réseaux, Pôle emploi, Mission locale, APEC, Cap emploi, FONGECIF, sur la base d'un cahier des charges, et que donc, quelle que soit l'origine des réseaux, tous ces conseillers dans tous ces réseaux, ou en tout cas une partie de ces conseillers, soient capables très vite de proposer ce conseil en évolution professionnelle, qui sera peut-être l'antichambre de l'utilisation du CPF, mais ce n'est pas lié à l'usage du CPF. Mais naturellement, dans le cahier des charges qui se profile à l'horizon, il sera question naturellement d'informer les personnes sur leurs droits dans le cadre du CPF. À côté de ces opérateurs, au niveau régional, une liste d'opérateurs régionaux pourra être élaborée. Et là encore, ça se fera dans un cadre quadripartite. Et c'est à la manœuvre, naturellement, le conseil régional et le préfet de région, mais avec la concertation des autres acteurs, partenaires sociaux. Voilà. Bien, effectivement, donc on pouvait ne pas parler effectivement de ces deux outils qui sont essentiels, mais encore une fois, donc on y reviendra donc plus dans le détail en octobre, en particulier sur le CEP, donc dès le 3. Donc, avant de passer à la séquence suivante, alors ce que je voulais te dire aussi, je vois tous prendre des notes, c'est très bien, continuez. Le PowerPoint, le diaporama sera aussi téléchargé sur le site du CREFOR. Vous pourrez récupérer ces informations-là. Est-ce qu'il y a... mais ça ne vous empêche pas toujours de prendre des notes, bien évidemment. Est-ce qu'il y a, sur ces questions, on a 5 minutes là, à peu près, sur CEP ou CPF, ou de manière plus générale sur le cadrage du départ, une ou deux questions. On ne va pas prendre plus d'une ou deux questions. Monsieur Lecoeur, là-haut, effectivement. On va vous passer le micro, monsieur Lecoeur. Merci de bien vouloir donner votre nom et votre structure, s'il vous plaît. Merci. Richard Lecoeur, Fédération de la formation professionnelle. Vous avez parlé à plusieurs reprises de gérance ou de gouvernance quadripartite. Est-ce que vous pouvez nous repréciser de façon précise quels sont les 4 partenaires, s'il vous plaît? Oui, ça ne pose pas de difficulté. Ça n'entame pas trop sur la suite parce que naturellement, on parlera de la décentralisation. Donc, ce sont la région, l'État à travers les responsables académiques et du côté des partenaires sociaux, donc les organisations syndicales d'employeurs et syndicales de salariés. Voilà. Une autre question? Ah, devant. Oui. Bonjour, Nathalie Préter, Formanat. Vous avez parlé du passeport d'orientation de formation et de compétences. Vous avez dit qu'il y aura un outil. Est-ce qu'on a déjà une idée de sa forme et de la démarche qui viendra avec? Non, pour l'instant, pas de détails sur ce passeport. En tout cas, il aura mis du temps à être mis sur orbite, ce passeport. C'est un sujet qui doit dater de la fin des années 90 et il y a eu une première tentative donc en 2003 et une seconde en 2009. Et en tout cas, ce qui a manqué jusqu'à présent, c'est un décret que le Conseil d'État a considéré impossible à publier au journal officiel. Il avait été écrit dans la mesure où ce document n'avait pas de vertu administrative. Donc il ne donnait pas de droit particulier, donc il n'y avait pas de raison qu'un décret se penche sur la description de cet outil. Là, nous le voyons, c'est un ingrédient du compte personnel de formation. Donc ce passeport va avoir une valeur par rapport à ce droit qu'est le compte personnel de formation. Voilà, donc un peu de patience sur le contenu.